Voyageuses, voyageurs, bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver et surtout sur un sujet inépuisable, l'amour. Car ce soir, ça va pas rigoler avec l'amour, ou plutôt, ça ne badine pas avec l'amour. En effet, je vais reprendre les nouvelles d'Alfred Musset. Alors, Musset, Alfred de son prénom, Alfred de Musset, grand romantique de l'éternel du 19e siècle, c'est un peu comme si vous alliez à la bibliothèque et que vous ne trouviez pas ces nouvelles, car l'auteur est surtout connu pour sa poésie et son théâtre. Alors, même s'il avait un côté paresseux et un peu débauché, il a laissé une œuvre vraiment considérable. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Musset. Donc, il vit une enfance assez tranquille, il fait des études de droit et de médecine, mais son goût pour le dessin et la littérature le domine et il va commencer à écrire des contes dramatiques et des pièces en vers. Sa première comédie est écrite en 1830 et s'appelle La Nuit vénitienne. Seulement, elle connaît un échec cuisant. D'où sa marotte qui va être après d'écrire un théâtre qui est fait pour être lu, mais pas joué. Alors, pourquoi écrit-il ces nouvelles, vous allez me demander ? La réponse est simple. Ces nouvelles sont écrites assez hâtivement, car Alfred de Musset, à cette époque-là, manque d'argent, tout simplement. Et malgré tout, ces nouvelles montrent comment on peut allier génie et talent. Dans toute son œuvre, Musset a dépeint en fait des pastels de femmes. Et les personnages de Musset sont Musset lui-même. Ils recherchent tous des solutions à travers l'amour. Mais pour que l'amour réponde à ses ambitions, l'amour doit réunir évidemment les incompatibles. Mais l'être aimé qui inspirerait et assouvirait ce besoin n'existe pas. C'est une métaphysique de l'amour, Musset. Et c'est bien ce que George Sand, un des amours les plus fracassants et les plus connus de Musset, lui reprochera. Vouloir un corps et un cœur vierge tout en étant une maîtresse ardente. Allier l'expérience et la pureté. Être séducteur, mais séduit. Que celui qui ne s'est pas confronté à ce genre de questions me jette la pierre, Pierre. Elle est là, la modernité de Musset. Et je vais d'ailleurs vous lire ce soir la nouvelle Les deux maîtresses. Et à l'heure de Tinder, des sites de rencontres et du polyamour, cette nouvelle nous rappelle que ces questions ont existé de tout temps. Car pour parler en langage moderne et en argot, les deux maîtresses, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Valentin et qui veut choper deux nanas. Alors, je vous sens un peu jaloux, parce qu'en plus, il va y arriver. Mais voilà, il devra faire un choix quand même entre ces deux amantes, car on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière. En effet, il devra choisir donc entre la marquise de Parne et Madame Delaunay. Alors, que va-t-il choisir ? Peut-on aimer deux personnes à la fois ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag, bien sûr, VBN. En attendant, je vais commencer la lecture des deux maîtresses d'Alfred de Musset. Croyez-vous, madame, qu'il soit possible d'être amoureux de deux personnes à la fois ? Si pareille question m'était faite, je répondrais que je n'en crois rien. C'est pourtant ce qui est arrivé à un de mes amis, dont je vous raconterai l'histoire afin que vous en jugiez vous-même. En général, lorsqu'il s'agit de justifier un double amour, on a d'abord recours au contraste. L'une était grande, l'autre petite. L'une avait 15 ans, l'autre avait 30. Bref, on tente de prouver que deux femmes qui ne se ressemblent ni d'âge, ni de figure, ni de caractère peuvent inspirer en même temps deux passions très différentes. Je n'ai pas ce prétexte pour m'aider ici, car les deux femmes dont il s'agit se ressemblaient, au contraire, un peu. L'une était mariée, il est vrai, et l'autre veuve, l'une riche et l'autre très pauvre. Mais elles avaient presque le même âge et elles étaient toutes deux brunes et fort petites. Bien qu'elles ne fussent ni sœurs ni cousines, il y avait entre elles un air de famille, de grands yeux noirs, même finesse de taille. C'étaient deux Meghneb femelles. Ne vous effrayez pas de ce mot, comme moi d'ailleurs, il n'y aura pas de quiproquo dans ce conte. Avant d'en dire plus de ces dames, il faut parler de notre héros. Vers 1825 environ, vivait à Paris un jeune homme que nous appellerons Valentin.
C'était un garçon assez singulier et dont l'étrange manière de vivre aurait pu fournir quelque matière aux philosophes qui étudient l'homme. Il y avait en lui, pour ainsi dire, deux personnages différents. Vous l'eussiez pris en le rencontrant un jour pour un petit maître de la Régence, son ton léger, son chapeau de travers, son air d'enfant prodigue en joyeuse humeur, vous eussent fait revenir en mémoire quelques talons rouges du temps passé. Le jour suivant, vous n'auriez vu en lui qu'un modeste étudiant de province se promenant un livre sous le bras. Aujourd'hui, il roulait carrosse et jetait l'argent par les fenêtres. Demain, il allait dîner à 40 sous. Avec cela, il recherchait en toute chose une sorte de perfection et ne goûtait rien qui fût incomplet. Quand il s'agissait de plaisir, il voulait que tout fût plaisir. Et il n'était pas homme à acheter une jouissance par un moment d'ennui. S'il avait une loge au spectacle, il voulait que la voiture qui l'y menait fût douce et que le dîner eût été bon et qu'aucune idée fâcheuse ne pût se présenter en sortant. Mais il buvait de bon cœur la piquette dans un cabaret de campagne et se mettait à la queue pour aller au parterre. C'était alors un autre élément et il n'y faisait pas le difficile. Mais il gardait dans ses bizarreries une sorte de logique. Et s'il y avait en lui deux hommes divers, ils ne se confondaient jamais. Ce caractère étrange provenait de deux causes, peu de fortune et un grand amour de plaisir. La famille de Valentin jouissait de quelques aisances, mais il n'y avait rien de plus dans la maison qu'une honnête médiocrité. Une 12 000 francs par an dépensés avec ordre et économie. Ce n'est pas de quoi mourir de faim. Mais quand la famille entière vit là-dessus, ce n'est pas de quoi donner les fêtes. Toutefois, par un caprice du hasard, Valentin était né avec des goûts que peut avoir le fils d'un grand seigneur. À père avare, dit-on, fils prodigue. À parents économes, enfant dépensier. Ainsi le veut la Providence que cependant tout le monde admire. Valentin avait fait son droit et était avocat sans cause, profession commune aujourd'hui. Avec l'argent qu'il avait de son père et celui qu'il gagnait de temps en temps, il pouvait être assez heureux. Mais il aimait mieux tout dépenser à la fois et se passer de tout le lendemain. Vous vous souvenez, madame, de ces marguerites que les enfants effeuillent brin à brin? Beaucoup, disent-ils à la première feuille. Passablement, à la seconde. Et à la troisième, pas du tout. Ainsi faisait Valentin de ses journées. Mais le passablement n'y était pas, car il ne pouvait le souffrir. Pour vous le faire mieux connaître, il faut vous dire un trait de son enfance. Valentin couchait à 10 ou 12 ans dans un petit cabinet vitré derrière la chambre de sa mère. Dans ce cabinet d'assez triste apparence et encombré d'armoires poudreuses, se trouvait, entre autres nippes, un vieux portrait avec un grand cadre doré. Quand, par une belle matinée, le soleil donnait sur ce portrait, l'enfant à genoux sur son lit s'en approchait avec délice. Tandis qu'on le croyait endormi en entendant que l'heure du maître arriva, il restait parfois des heures entières, le front posé sur l'angle du cadre. Les rayons de lumière frappant sur les dorures l'entouraient d'une sorte d'auréole où nageait son regard ébloui. Dans cette posture, il faisait 1000 rêves. Une extase bizarre s'emparait de lui. Plus la clarté devenait vive et plus son cœur s'épanouissait. Quand il fallait enfin détourner les yeux, fatigué de l'éclat de ce spectacle, il fermait alors ses paupières. Il suivait avec curiosité la dégradation des teintes nuancées dans cette tache rougeâtre qui reste devant vous quand nous fixons trop longtemps la lumière. Puis, il revenait à son cadre et recommençait de plus belle. Ce fut là, m'a-t-il dit lui-même, qu'il prit un goût passionné pour l'or et le soleil. Deux excellentes choses, du reste. Ses premiers pas dans la vie furent guidés par l'instinct de la passion native. Au collège, il ne se lia qu'avec des enfants plus riches que lui, non par orgueil, mais par goût. Précoce d'esprit dans ses études,
l'amour-propre le poussait moins qu'un certain besoin de distinction. Il lui arrivait de pleurer au milieu de la classe quand il n'avait pas le samedi sa place au banc d'honneur. Il achevait ses humanités et travaillait avec ardeur lorsqu'une dame, amie de sa mère, lui fit cadeau d'une belle turquoise et au lieu d'écouter la leçon, il regardait sa bague reluire à son doigt. C'était encore l'amour de l'or tel que peut le ressentir un enfant curieux. Dès lors que l'enfant fut homme, ce dangereux penchant porta bientôt ses fruits. À peine eut-il sa liberté qu'il se jeta sans réflexion dans tous les travers d'un fils de famille. Né d'humeur gaie, insouciant de l'avenir, l'idée qu'il était pauvre ne lui venait pas et ne semblait pas s'en douter. Le monde le fit comprendre. Le nom qu'il portait lui permettait de traiter en égaux les jeunes gens qui avaient sur lui l'avantage de la fortune. Admis par eux, comment les imiter ? Les parents de Valentin vivaient à la campagne. Sous prétexte de faire son droit, il passait son temps à se promener aux Tuileries et aux boulevards. Sur ce terrain, il était à l'aise. Mais quand ses amis le quittaient pour monter à cheval, force lui était de rester à pied, seul et un peu désappointé. Son tailleur lui faisait crédit, mais à quoi sert l'habit quand la poche est vide ? Les 3/4 du temps, il en était là. Trop fier pour vivre en parasite, il prenait à tâche de dissimuler ses secrets motifs de sagesse, refusait dédaigneusement des parties de plaisir où il ne pouvait payer son écho et s'étudiait à ne toucher aux riches que dans ses jours de richesse. Ce rôle difficilement soutenu tomba devant la volonté paternelle. Il fallut choisir un état. Valentin entra dans une maison de banque. Le métier de commis ne lui plaisait guère, encore moins le travail quotidien. Il allait au bureau, l'oreille un peu basse. Il avait fallu renoncer aux amis en même temps qu'à la liberté. Il n'en était pas honteux, mais il s'ennuyait. Comme dit André Chénier, le jour de la veine dorée, une sorte de fièvre le saisissait. Qu'il eût des dettes à payer ou quelque emplette utile à faire, la présence de l'or le troublait à tel point qu'il en perdait la réflexion. Dès qu'il voyait briller dans ses mains un peu de ce rare métal, il sentait son cœur tressaillir et ne pensait plus qu'à courir s'il faisait beau. Quand je dis courir, je me trompe. On le rencontrait ces jours-là dans une bonne voiture de louage qui le menait au rocher de Cancale. Là, étendu sur les coussins, respirant l'air et fumant son cigare, il se laissait bercer mollement, sans jamais songer à demain. Demain, pourtant. C'était l'ordinaire. Il fallait redevenir commis. Mais peu lui importait, pourvu qu'à tout prix il eût satisfait son imagination. Les appointements du mois s'envolaient ainsi en un jour. Il passait, disait-il, ses mauvais moments à rêver et ses bons moments à réaliser ses rêves. Tantôt à Paris, tantôt à la campagne, on le rencontrait avec son fracas, presque toujours seul, preuve que ce n'était pas vanité de sa part. D'ailleurs, il faisait ses extravagances avec la simplicité d'un grand seigneur qui se passe sans caprice. Voilà un bon commis, me direz-vous. Aussi le mit-on à la porte. Avec la liberté et l'oisiveté revinrent des tentations de toutes sortes. Quand on a beaucoup de désirs, beaucoup de jeunesse et peu d'argent, on court grand risque de faire des sottises. Valentin en fit d'assez grandes. Toujours poussé par sa manie de changer des rêves en réalité, il en vint à faire les plus dangereux rêves. Il lui passait, je suppose, par la tête de se rendre compte de ce que peut être la vie d'un tel qui a 100 000 francs à manger par an. Voilà mon étourdi, qui toute une journée n'en agissait ni plus ni moins que s'il eût été le personnage en question. Jugez où cela peut conduire avec un peu d'intelligence et de curiosité. Le raisonnement de Valentin sur sa manière de vivre était du reste assez plaisant. Il prétendait
qu'à chaque créature vivante revient de droit une certaine somme de jouissance. Il comparait cette somme à une coupe pleine que les économes vident goutte à goutte et qu'il buvait, lui, à grands traits. « Je ne compte pas les jours, disait-il, mais les plaisirs. Et le jour où je dépense 25 louis, j'ai 184 2500 livres de rente. » Au milieu de toutes ces folies, Valentin avait dans le cœur un sentiment qui devait le préserver. C'était son affection pour sa mère. Sa mère, il est vrai, l'avait toujours gâté. C'est un tort, dit-on, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est le meilleur et le plus naturel des torts. L'excellente femme qui avait donné la vie à Valentin fit tout au monde pour la lui rendre douce. Elle n'était pas riche, comme vous savez. Si tous les petits écus glissés en cachette dans la main de l'enfant chéri s'étaient trouvés tout à coup rassemblés, il aurait pourtant fait une belle pile. Valentin, dans tous ses désordres, n'eut jamais d'autre frein que l'idée de ne pas rapporter un chagrin à sa mère. Mais cette idée le suivait partout. D'un autre côté, cette affection salutaire ouvrait son cœur à toutes les bonnes pensées et à tous les sentiments honnêtes. C'était pour lui la clé d'un monde qu'il n'eût peut-être pas compris sans cela. Je ne sais qui a dit le premier qu'un être aimé n'est jamais malheureux. Celui-là eût pu dire encore « Qui aime sa mère n'est jamais méchant ». Quand Valentin regagnait le logis, après quelques folles équipées, traînant l'aile et tirant le pied, sa mère arrivait et le consolait. Qui pourrait compter les soins patients, les attentions en apparence faciles, les petites joies intérieures par lesquelles l'amitié se prouve en silence et rend la vie douce et légère. J'en veux citer un exemple en passant. Un jour que l'étourdi garçon avait vidé sa bourse au jeu, il venait de rentrer de mauvaise humeur. Les coudes sur sa table, la tête dans ses mains, il se livrait à des idées sombres. Sa mère entra, tenant un gros bouquet de roses dans un verre d'eau, qu'elle posa doucement sur la table à côté de lui. Il leva les yeux pour la remercier et elle lui dit en souriant « Il y en a pour 4 sous. » Ce n'était pas cher, comme vous voyez, cependant le bouquet était superbe. Valentin, resté seul, sentit le parfum frapper son cerveau excité. Je ne saurais vous dire quelle impression produisit sur lui une si douce jouissance, si facilement venue, si inopinément apportée. Il pensa à la somme qu'il avait perdue. Il se demanda ce qu'en aurait pu faire la main maternelle qui le consolait à si bon marché. Son cœur gonflé se fondit en larmes et il se souvint des plaisirs du pauvre qu'il venait d'oublier. Ces plaisirs du pauvre lui devinrent chers à mesure qu'il les connut mieux. Il les aima parce qu'il aimait sa mère. Il regarda peu à peu autour de lui et ayant un peu essayé de tout, il se trouva capable de tout sentir. Est-ce un avantage ? Je n'en puis rien dire encore. Chance de jouissance, chance de souffrance. J'aurais l'air de faire une plaisanterie si je vous dis qu'en avançant dans la vie, Valentin devint à la fois plus sage et plus fou. Et c'est pourtant la vérité pure. Une double existence se développait en lui. Si son esprit avide l'entraînait, son cœur le retenait au logis. S'enfermait-il, décidé au repos, un orgue de barbarie jouant une valse passait sous la fenêtre et dérangeait tout? Sortait-il alors et, selon sa coutume, courait-il après les plaisirs? Un mendiant rencontré en route, un mot touchant trouvé par hasard dans le fatras d'un drame à la mode, le rendait pensif et il retournait chez lui. Prenait-il la plume et s'asseyait-il pour travailler? Sa plume distraite esquissait sur les marges d'un dossier la silhouette d'une jolie femme qu'il avait rencontrée au bal. Une bande joyeuse réunie chez un ami l'invitait à souper. Il tendait son verre en riant et buvait une copieuse rasade. Puis, il fouillait dans sa poche
voyait qu'il avait oublié sa clé, qu'il réveillerait sa mère en rentrant, alors il s'esquissait et revenait respirer ses roses bien-aimées. Tel était ce garçon, simple et cervelé, timide et fier, tendre et audacieux. La nature l'avait fait riche et le hasard l'avait fait pauvre. Au lieu de choisir, il prit les deux partis. Tout ce qu'il y avait en lui de patience, de réflexion et de résignation ne pouvait triompher de l'amour, du plaisir, et ses plus grands moments de déraison ne pouvaient entamer son cœur. Il ne lutta ni contre son cœur, ni contre le plaisir qui l'attirait. Ce fut ainsi qu'il devint double, et qu'il vécut en perpétuelle contradiction avec lui-même, comme je vous le montrais tout à l'heure. Mais c'est de la faiblesse, allez-vous dire. Et mon Dieu, oui. Ce n'est pas là un Romain, mais nous ne sommes pas à Rome. Nous sommes à Paris, madame, et il est question de deux amours. Heureusement pour vous, le portrait de mes héroïnes sera plus vite fait que celui de mon héros. Tournez la page, elles vont entrer en scène. Je vous ai dit que de ces deux dames, l'une était riche et l'autre pauvre. Vous devinez déjà par quelle raison elles plurent toutes deux à Valentin. Je crois vous avoir dit aussi que l'une était mariée et l'autre veuve. La marquise de Parne, c'est la mariée, était fille et femme de marquis. Ce qui vaut mieux, elle était fort riche. Ce qui vaut mieux encore, elle était fort libre, son mari étant en Hollande pour affaires. Elle n'avait pas 25 ans. Elle se trouvait reine d'un petit royaume au fond de la chaussée d'Antin. Ce royaume consistait en un petit hôtel bâti avec un goût parfait entre une grande cour et un beau jardin. C'était la dernière folie du défunt beau-père, grand seigneur un peu libertin. Et la maison, à dire vrai, se ressentait des goûts de son ancien maître. Elle ressemblait plutôt à ce qu'on appelait jadis une maison à partie, qu'à la retraite d'une jeune femme condamnée au repos par l'absence de l'époux. Un pavillon rond, séparé de l'hôtel, occupait le milieu du jardin. Ce pavillon, qui n'avait qu'un rez-de-chaussée, n'avait aussi qu'une seule pièce et n'était qu'un immense boudoir meublé avec un luxe raffiné. Madame de Parne, qui habitait l'hôtel et passait pour fort sage, n'allait point, disait-on, au pavillon. On y voyait pourtant quelquefois de la lumière. Compagnie excellente, dîners à l'avenant, fringants équipages, nombreux domestiques. En un mot, grand bruit de bon ton. Voilà la maison de la marquise. D'ailleurs, une éducation achevée lui avait donné 1000 talents, avec tout ce qu'il faut pour plaire sans esprit. Elle trouvait le moyen d'en avoir. Une indispensable tante la menait partout. Quand on parlait de son mari, elle disait qu'il allait revenir. Personne ne pensait à médire d'elle. Madame Delaunay, c'est la veuve, avait perdu son mari fort jeune. Elle vivait avec sa mère d'une modique pension, obtenue à grand-peine et à grand-peine suffisante. C'était à un 3e étage qu'il fallait monter, rue du Plat d'Étain. C'était tout ce qu'elle savait faire, broder à sa fenêtre. Son éducation, vous le voyez, avait été fort négligée. Un petit salon était tout son domaine. À l'heure du dîner, on y roulait la table de noyer, reléguée durant le jour dans l'antichambre. Le soir, une armoire à alcôve s'ouvrait contenant 2 lits. Du reste, une propreté soigneuse entretenait le modeste ameublement. Au milieu de tout cela, Madame Delaunay aimait le monde. Quelques anciens amis de son mari donnaient de petites soirées où elle allait, parée d'une fraîche robe d'organdi. Comme les gens sans fortune n'ont pas de saison, ces petites fêtes duraient toute l'année. Être pauvre, jeune, belle et honnête, ce n'est pas un mérite si rare qu'on le dit, mais c'est un mérite. Quand je vous ai annoncé que mon Valentin aimait ces 2 femmes,
Je n'ai pas prétendu déclarer qu'il les aimait également toutes deux. Je pourrais me tirer d'affaire en vous disant qu'il aimait l'une et désirait l'autre, mais je ne veux point chercher ces finesses qui, après tout, ne signifieraient rien, sinon qu'il les désirait toutes les deux. J'aime mieux vous raconter simplement ce qui se passait dans son cœur. Ce qui le fit d'abord aller souvent dans ces deux maisons, ce fut un assez vilain motif. L'absence de mari dans l'une et dans l'autre. Il n'est que trop vrai qu'une apparence de facilité, quand bien même elle n'est qu'une apparence, séduit les jeunes têtes. Valentin était reçu chez Madame de Parne parce qu'elle voyait beaucoup de monde, sans autre raison. Un ami l'avait présenté. Pour aller chez Madame Delaunay, qui ne recevait personne, ça n'avait pas été si aisé. Il l'avait rencontrée à l'une de ces petites soirées dont je vous parlais tout à l'heure, car Valentin allait un peu partout. Il avait donc vu Madame Delaunay, l'avait remarquée, l'avait fait danser, et enfin, un beau jour, avait trouvé moyen de lui porter un livre nouveau qu'elle désirait lire. La première visite, une fois faite, on revient sans motif, et au bout de 3 mois, on est de la maison, ainsi vont les choses. Tel qui s'étonne de la présence d'un jeune homme dans une famille que personne n'aborde, serait quelquefois bien plus étonné d'apprendre sur quel frivole prétexte il y est entré. Vous vous étonnerez peut-être, madame, de la manière dont se prit le cœur de Valentin. Ce fut pour ainsi dire l'ouvrage du hasard. Il avait, durant un hiver, vécu selon sa coutume, assez follement, mais assez gaiement. L'été venu, comme la cigale, il se trouva au dépourvu. Les uns partaient pour la campagne, les autres allaient en Angleterre ou au zoo. Il y a de ces années de désertion où tout ce qu'on a d'amis disparaît. Une bouffée de vent les emporte et on reste seul tout à coup. Si Valentin eût été plus sage, il aurait fait comme les autres et serait parti de son côté. Mais les plaisirs avaient été chers et sa bourse vide le retenait à Paris. Regrettant son imprévoyance, aussi triste qu'on peut l'être à 25 ans, il songeait à passer l'été et à faire non de nécessité vertu, mais de nécessité plaisir s'il se pouvait. Sorti un matin, par une de ces belles journées où tout ce qui est jeune sort sans savoir pourquoi, il ne trouva en y réfléchissant que 2 endroits où il put aller. Chez Madame de Parne ou chez Madame Delaunay. Il fut chez toutes deux le jour même, et ayant ainsi agi en gourmand, il se trouva désœuvré le lendemain. Ne pouvant recommencer ses visites avant quelques jours, il se demanda quel jour il le pourrait. Après quoi, involontairement, il repassa dans sa tête ce qu'il avait dit et entendu durant ces 2 heures devenues précieuses pour lui. La ressemblance dont je vous ai parlé et qui ne l'avait pas jusqu'alors frappé, le fit sourire d'abord. Il lui parut étrange que 2 jeunes femmes, dans des positions si diverses, et dont l'une ignorait l'existence de l'autre, eussent l'air d'être les 2 sœurs. Il compara dans sa mémoire leurs traits, leur taille et leur esprit. Chacune des 2 lui fit tour à tour moins aimer ou mieux goûter l'autre. Madame de Parne était coquette, vive, minaudière et enjouée. Madame Delaunay était aussi tout cela, mais pas tous les jours, au bal seulement, mais à un degré, pour ainsi dire, plus tiède. La pauvreté sans doute en était cause. C'est le moment pour moi de vous laisser. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle émission. N'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles lectures. Merci, bonne nuit, dormez bien. Au revoir.